Donc bonsoir à tous et à toutes, il est 21h44 ce dimanche 24 janvier 2021. Donc c'est la deuxième vidéo sur la thématique, donc l'Afrique. Et la semaine dernière c'était l'Afrique, la nature humaine. Et là ça va être, je vais entamer continuer toujours sur la nature humaine. Après j'entamerai sur des éléments d'ordre économique, socio-économique. Et donc, je vous propose de regarder ce témoignage de Albert Nsengimana évoquant le génocide rwandais. A tout de suite. Message pour le monde, pardonnez, mais n'oubliez jamais. During the genocide, I was 7 years old. My father was Tutsi, my mother was Hutu. We were 9 children. When the genocide started, we escaped from home to our grandmother of my mother because they were Hutu. So at that time we said they will help us to survive. I were with my two young brother. I took them there, and then when we reached there, found other brothers, but they died after. And then when we were find somewhere to hide, is that time my mother took my two young brother to be killed. The one who killed my two young brother was our cousin. So, and then after, when I came back, also I saw my mother kill, and then she took me also to be killed. It was very difficult. I was crying, and then we go to also my uncle. My mother asked him, I brought him to be killed. I don't want him anymore. I was in the house of my uncle. I listened to the noise of people. Then I said, oh my God, they come to kill me. Then I take a decision. I ran the way out at the back of a house in a small sheme, a small road. Then I found the Mukuralinda dead bodies. Then because they fight themselves, then they killed themselves. I said, oh, now that one who wanted to kill me now is dead. It's better to run away. Maybe I will die another day. As a kid, I said, oh, maybe I'm going to tell my mother. We went there to the Mukurari. Oh, she cried. Instead of crying of her sons, her children, that he cried of her brother. And then I say, oh, if my mother is crying, it's time to run away. After genocide, you see the police, the government of Rwanda decide to provide the punishment of the people who participate in a genocide. So I went to the police, then I tell them exactly what happened, what my mother and my cousin and my uncles did. So at that time they say, you see, your mother participate in a genocide, so she must go in a prison, she must go punishment. But it was not my wish. She was the only one I had in that time. No brother, no father, no one. So take my two young brother and myself. The mother is
is the only one important in my life and to everybody's life. Yeah, I did. You see, when my mother went back to her family, so they say, you see, you did wrong, you did a mistake, you married with the Tutsi's husband. We cannot accept it because it's your fault. So better to eliminate them and then you will marry again with the Hutu husband. I forgive her and I forgive those people who killed my family. Most of them are my cousins, my uncles, my neighbor. So I just forgive her in order to make me happy, in order to make me free. Albert Enson Guimana, évoquant le génocide, en tout cas une partie de son parcours dans le cadre du génocide rwandais. Je pense que c'est assez son parcours et son histoire est représentatif des éléments que j'évoquais la semaine dernière sur le fait qu'il y ait des attitudes que l'on ne peut pas expliquer, comment des individus peuvent, en l'occurrence la semaine dernière je parlais du voisinage et là c'est sa propre maman qui va donner ses enfants à la mort. Et cela parce que c'est à cette femme, on lui a fait croire qu'elle avait fait une erreur d'épouser un homme d'une autre population. Et on peut se poser la question de est-ce que cette femme-là n'a pas été confrontée par la peur et du fait de la peur d'elle-même de se trouver face à la mort, elle a préféré abandonner sa famille, son mari, ses enfants, plutôt qu'elle meure. Moi je trouve que son histoire porte à réfléchir sur la question de la nature humaine. Quelle a été, qu'est-ce qui dans cette femme, quelle a été la résonance de cette femme qui l'a amenée qui l'a conduite donc à avoir cette attitude, à faire le choix d'abandonner sa famille, ses enfants, à aller déposer les enfants chez la grand-mère. Elle ne pouvait pas ignorer les intentions de la grand-mère. Donc, il est fort probable qu'il y ait en tout cas qu'on lui ait incité à penser qu'elle a toujours commis une erreur en épousant cet homme et que ses enfants ne font pas partie qui lui apporteront malheur. L'Afrique, c'est ça qui est un peu qui est parfois décevant, c'est que l'Afrique fonctionne aussi sur pas forcément un raisonnement prouvé, démontré par des faits réels, mais l'Afrique fonctionne également souvent sur des questions de coutumes, de pensée et de sorcellerie. Et donc, à partir de là, en Afrique, ils voient les sorciers un peu partout, même chez les enfants innocents. Parce que, il faut être honnête, parce qu'il y a des adultes qui cherchent aussi à trouver des coupables à leur turpitude. Et malheureusement, c'est sur des enfants qu'ils gèrent cette culpabilité. Et donc, bon, c'est pas... C'est la réalité de l'Afrique, c'est la réalité surtout de ce que peut engendrer la pauvreté des individus quand ils n'ont rien. La société ne leur donne rien aussi pour pouvoir espérer un avenir meilleur. Et bien, on est confronté à des situations où la longueur de journée, ils vivent ensemble dans des cours, à discuter, et après
il n'y a pas de travail, il y a des difficultés de trouver travail, il n'y a pas d'allocation chômage, ils sont obligés de vivre dans la débrouille. Et donc, je dirais que bon, ils s'occupent. Et il y a des croyances, voilà, il y a des croyances basées sur des questions de sorcellerie qui font que les individus ne raisonnent plus comme ils devraient raisonner. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils ne voient même plus l'humain derrière. Et donc, leur mère ne voyait même plus l'humain, elle ne voyait même pas que c'était ses propres enfants qu'elle avait mis au monde. Elle voulait se détacher de ses enfants. Et elle a tenu le coup tant qu'elle était en prison, parce que la prison lui donnait, il lui fallait cet espoir de sortir de cette prison. Et donc elle a tenu le coup. 2 ans après, elle est décédée parce que la réalité va la rattraper et que la réalité sera beaucoup trop dure à supporter. Et la réalité, c'est que elle a fait donner la mort à ses enfants parce que elle a suivi une pensée collective. Une pensée collective qui a été construite, montée de toutes pièces pour que un groupe d'individus finisse par haïr un autre groupe d'individus. Mais ça fonctionne particulièrement en Afrique, qui n'a pas connu ce grand changement, je dirais, idéologique, qu'est véritablement la question de la démocratie et de l'état de droit. Ça fonctionne en Afrique parce que les injustices sont toujours prégnantes dans la société, dans les sociétés africaines. Il y a des sociétés africaines qui ont évolué, mais les injustices sont toujours prégnantes. Et les injustices sociales, c'est-à-dire les différences que l'on peut accorder, ou privilèges qu'on peut accorder à un groupe d'individus, à une caste sociale par rapport à une autre, c'est ce qui va créer des animosités et des conflits qui vont durer, perdurer pendant des années. Et c'est toujours la crainte lorsque il y a un nouveau président qui arrive. La question de son ethnie, de ses origines sont souvent problématiques en Afrique, parce qu'il y a toujours une caste qui se dit qu'elle va être défavorisée par rapport à une autre. Et donc ils sont dans la crainte de savoir quelle politique va être menée par le nouveau président. Mais pour revenir sur la question rwandaise et cette histoire-là particulièrement, cette femme a une forme de distorsion avec la réalité, c'est-à-dire qu'elle n'a plus été connectée avec la réalité, elle a coupé avec ce qu'elle était auparavant. À un moment donné, elle a coupé avec ce qu'elle était auparavant, elle a oublié, elle s'est même construit une pensée dans laquelle ce qu'elle était auparavant, c'était mauvais, c'était mal. On lui a fait croire je dis bien, que qu'en se débarrassant de ce péché, c'est une forme de péché d'avoir s'être mariée à cet homme d'une autre ethnie, en se débarrassant de cet homme et de se débarrassant de cette femme, elle allait pouvoir être mieux, elle allait pouvoir renaître. Derrière, et c'est ça qui est terrible, c'est que derrière cette attitude-là, il y a une véritable croyance. Mais pour pouvoir faire ce qu'elle a fait, c'est qu'en fait, à un moment donné, son cerveau, elle l'a déconnecté. Elle l'a déconnecté et elle a mis une croix sur ce qu'elle a été auparavant. Et elle a décidé que là, maintenant, elle veut se débarrasser de ce passé qui, pour elle, on lui a fait croire que ce passé était mauvais. On lui a fait certainement croire que si elle restait avec ce mari et ses enfants, elle allait mourir. Certainement, comment dire ça ? Elle a certainement été programmée par son entourage, notamment par sa propre maman, puisqu'elle a amené les premiers enfants à sa mère. Avant même l'attaque, tout était anticipé. Et avant même l'attaque au Rwanda, il est fort probable que c'est son entourage familial l'ait déjà préparé en lui indiquant que si elle restait avec ce mari-là et ces enfants-là, on la tuerait. Et qu'elle devait faire un choix. Et son choix,
qu'elle avait la possibilité de refaire sa vie, de changer de vie, en se débarrassant de cette famille comme je le dis, il y a une question de croyance, puisque c'est l'idée de se dire derrière que Dieu n'a pas voulu ce mélange de cette ethnie et qu'il faut se débarrasser de cette ethnie. Il faut se débarrasser. Mais tout ça, ça a été monté de toutes pièces au sein même de la société civile pour qu'à la fin, on arrive. À la fin, il se déroule le génocide rwandais. Un génocide que pour beaucoup, on a vu de loin à la télé, et selon nos différents âges, et pas évident à saisir sur la nature humaine. Mais la nature humaine fait que, et c'est là où le mal s'insinue, c'est de parvenir à faire croire que c'est ça, ce que cette femme a fait, c'est qu'elle était convaincue au moment où elle réalisait ces actions-là que c'était Dieu qui voulait qu'elle réagisse comme ça. Et elle a tenu le coup tant qu'elle était en prison. Et quand elle est sortie de prison, elle a pris conscience de la réalité et elle n'a pas survécu. La nature humaine est pleine de complexité. Et c'est aussi ça qui fait la richesse de la nature humaine. Mais si à un moment donné, elle avait rencontré de véritables hommes et femmes de Dieu qui lui avaient expliqué que, à mon avis, Dieu aurait préféré qu'elle reste avec ses enfants, coûte que coûte, plutôt que de faire le choix de s'associer à des crimes de cette nature, qui sur le plan de la conscience, le ça, à participer ou être témoin de ce type de crime sans intervenir. Il y a la conscience qui ne peut pas tenir le choc sur le long terme. Et la conscience qui va travailler l'individu, et c'est cette conscience-là qui, à un moment donné, finira par abîmer l'individu. C'est pour ça que c'est particulièrement, et qu'il aurait été préférable qu'elle reste avec sa famille, son mari et ses enfants. Ils auraient peut-être eu un peu plus de chance de s'en sortir tous ensemble. Donc c'est une histoire incroyable que j'ai écoutée hier justement et diffusée après, et qui ouvre aujourd'hui la thématique que je souhaitais aborder sur la question économique et sociale du continent africain. Après, quand je parle du continent africain, le continent africain est tellement vaste qu'il y a l'Afrique noire et il y a l'Afrique du Maghreb. Et donc cette mixité, ça fait, on dit que le continent africain est le berceau de l'humanité. Je pense en effet, oui, que le continent africain est le berceau de l'humanité. Et c'est possible que ce continent ait été le motif pour lequel il a été tant éprouvé sur la question des conflits sociaux, des conflits armés, sur la question des politiques, des coups d'État, la corruption. Voilà, c'est pas un continent qui a l'image, et je parle du continent de manière globale. Après, chaque pays, il y a des pays qui ressortent différemment, mais c'est vrai que le continent africain est un continent qui malheureusement souffre de cette image de continent, je dirais, archaïque, où il n'y a pas eu d'évolution, où il semble que à un moment donné, tout s'est arrêté. Et c'est étonnant parce que les chefs d'État africains bien souvent ont fait leurs études en Occident. Et quand ils arrivent dans leur pays, on a toujours l'espoir que ce qu'ils ont appris en Occident les aidera à créer un nouveau monde, un nouveau pays. Et normalement, ça devrait être le cas. Et puis, peut-être il y a la réalité du terrain qui freine. Peut-être il y a la question de la corruption également.
parce que je pense que ça doit être bien difficile de faire toutes les modifications qu'il faudrait du jour au lendemain, même en étant président. Et si une administration a l'habitude de fonctionner avec des bacs chiches, président qui arrive et tout d'un coup estime que les bacs chiches sont interdits, je pense que au départ ça doit être un peu compliqué dans le fonctionnement. Mais c'est la fonction présidentielle. Et la fonction présidentielle, avant tout, c'est de conduire une nation. Et conduire une nation, c'est aussi faire des choix qui ne vont pas être acceptés par tous, mais les choix toujours dans un objectif de bien commun, celui de la société civile. Et donc l'Afrique souffre, que ce soit l'Afrique noire ou l'Afrique du Maghreb, l'Afrique souffre peut-être aussi de l'influence de la colonisation, qui sur le plan économique influe énormément, puisque beaucoup de pays d'anciennes colonies ont conservé cette forme de tutelle, en tout cas de regard de l'Occident sur l'organisation, la gestion, même la réalisation de leur monnaie, sont parfois réalisées même en Occident. Ça n'aide pas à pouvoir se développer, ça n'aide même pas à avoir un crédit, à vrai dire, au niveau de ces pays africains. Donc il leur faut sortir déjà dans un premier temps de cette tutelle occidentale pour pouvoir après accéder à des crédits et que les Africains eux-mêmes puissent aussi accéder à des crédits. Donc l'Afrique souffre effectivement de cette présence coloniale, mais présence coloniale qui, dans certains pays, est indispensable. C'est toujours la question un peu qui s'entremêle, c'est sur certains éléments, on peut se poser la question de est-ce que l'influence justement de l'Occident ne permet pas justement de garder la main mise sur ces anciennes colonies pour lesquelles ils y gagnent sur le plan économique, notamment sur les biens alimentaires. Donc ils ont tous les biens alimentaires, où je pense également l'or, le pétrole. Et donc certains pays occidentaux ont tout intérêt à garder la main mise sur les pays occidentaux, dont notamment avoir une influence sur l'organisation des élections et le résultat des élections électorales. Et pendant des années, ça a été véritablement ça. On pouvait considérer que certains chefs d'État africains ont simplement été posés à cet endroit-là par l'Occident pour pouvoir servir certains intérêts occidentaux. Et ça n'aide pas non plus à pouvoir asseoir la confiance en fait entre le gouvernement, entre le président et la société civile. Donc l'Afrique souffre de cette nature humaine déjà d'une part, qui fait que bien souvent la violence prend le dessus, mais cette violence est construite en amont par la situation économique, c'est-à-dire que ces individus à qui aujourd'hui on ne donne aucun espoir, qui quand ils sont aux allocations chômage, elles sont minimes, et lorsque c'est terminé, ils n'ont rien derrière. Donc c'est des enfants qui ne peuvent pas aller étudier parce qu'ils les parents n'ont pas les moyens de les faire étudier. Et donc les enfants qui sont à la rue. Donc qu'est-ce qu'on propose et qui ne peuvent qu'aller voler. Qu'est-ce que les gouvernements, les chefs d'État africains justement proposent à cette société-là de manière globale pour justement que les choses puissent évoluer. Et moi je pense véritablement qu'il y a certains chefs d'État africains, beaucoup même, à qui on a fait croire qu'il fallait laisser le peuple africain dans la souffrance. Et que plus le peuple africain serait dans la souffrance, plus, entre guillemets, il serait béni. C'est toujours l'idée de se dire que soi-disant, pour être proche de Dieu, il faut être dans la pauvreté ou dans le paupérisme. Et donc de laisser... puisque vous vous dites un peuple de foi, donc vous n'avez donc pas besoin de toute cette or ou de toute cette richesse. Donc vivez entre guillemets d'eau et d'amour et d'eau et de quoi s'alimenter, mais vraiment le minimum.
Et c'est cette idée-là, je pense, qui a été véhiculée pendant des années au sein des gouvernements africains qui font que devant la paupérisation de leur société, des individus, devant les conflits armés, en fait, tous ces éléments, l'individu ne prenne plus, ne prend pas le dessus sur des éléments puisque ce peuple est un peuple de Dieu, que c'est un peuple qui sont un peu comme Jésus, hein, si vous voulez, pour prendre un exemple de la Bible, que Dieu aurait soi-disant envoyé pour souffrir, puisque ce peuple est un peuple de Dieu qui a été envoyé pour souffrir, laissez-les donc souffrir. Et c'est ce qui se passe globalement dans tous les États africains. Et c'est ça sur lesquels il faut qu'il y ait aujourd'hui, maintenant, une révolution et de se dire que, au contraire, Dieu n'a jamais voulu que son peuple vive dans la pauvreté. Dieu, au contraire, ne souhaite que son peuple vive dans l'abondance. Et donc, c'est le type d'idée reçue. Ah bah tiens, je vais faire une autre vidéo. À tout de suite.